Je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir et surtout répondant à l'invitation de TEDx-EMI. Je me retrouve un petit peu en famille parce que l'école Mohammedia faisait partie de l'université Mohammed V et je peux dire que j'ai sévi à la présidence de l'université pendant plus de 10 ans. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses pour l'école Mohammedia et je trouve que ce qui se passe maintenant est la poursuite logique des activités de recherche et surtout des activités des étudiants et l'apprentissage de cette liberté d'action. Tout à l'heure, je discutais avec monsieur le directeur qui me disait que nous n'avons pas intervenu. C'est le groupe, justement, d'organisation des étudiants qui a tout préparé et je suis très très fier. Et je vous félicite pour cette organisation. Ceci dit, le sujet qu'on m'a imposé, moi je n'ai pas choisi de sujet, on m'a dit que vous allez venir et vous allez nous parler des ondes gravitationnelles. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont su que je travaillais entre autres sur cela. L'observation des ondes gravitationnelles, c'est un triomphe d'Einstein. Mais je pourrais vous poser la question. La persévérance ou l'endurance pour atteindre ses objectifs, d'un côté, c'est la thématique du sujet de ce soir, mais de l'autre côté, l'observation des ondes gravitationnelles. Les expérimentateurs ont dû travailler d'arrache-pied pendant 100 ans pour observer les ondes gravitationnelles. Ce n'est pas un exemple de persévérance et d'endurance. 100 ans pour prouver que Einstein avait raison. Einstein a proposé sa théorie de la relativité générale en 1915-1916 et on a observé les ondes gravitationnelles en 2016. Voilà un exemple d'endurance et de l'expérience. Je dois vous dire aussi, je voudrais partager avec vous ce moment féerique que nous vivons. C'est une période fabuleuse. Ces 5 ou 10 dernières années, nous avons observé le boson de Higgs en 2012. Le boson de Higgs au CERN, au centre d'énergie nucléaire du CERN, le boson de Higgs, c'est ce qui donne la matière à tous les objets. C'est ce qui donne la matière à nous autres, êtres humains. Et le boson de Higgs a permis, bien sûr, l'attribution de prix Nobel à un certain nombre de physiciens. Et il se trouve que les physiciens qui avaient proposé le boson de Higgs, les physiciens théoriciens, pour une bonne partie étaient morts. Et vous savez qu'on ne donne pas le prix Nobel à titre posthume. Donc on a donné le prix Nobel à ceux qui étaient encore en vie, c'est-à-dire Higgs et Englert. On a aussi observé dernièrement la température d'un trou noir et qu'on a trouvé qu'il est de l'ordre de quelque chose de faramineux, 10 puissance 13 degrés Kelvin, c'est-à-dire 10 000 milliards de degrés Kelvin. On vient de découvrir une masse qui fait 5 fois la masse du boson de Higgs, mais qui n'est pas prédite par aucune théorie. Et comme Rabi l'avait dit, qui est-ce qui a commandé celle-là? On ne sait pas. Comment on peut l'expliquer? Pourquoi on va l'expliquer? En tout cas, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Ensuite, on pensait que les premières galaxies avaient été formées autour d'1 milliard d'années, 1,2 milliard après le Big Bang. Eh bien, on s'est rendu compte, dernièrement, par observation, que la première galaxie a été formée il y a 600 millions d'années. C'est-à-dire que la formation des galaxies s'est faite beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait auparavant.
Et en fin de compte, il y a eu ce grand cadeau du ciel, qui est l'observation des ondes gravitationnelles. Bon, mais essayons de remonter le temps et de voir comment on est arrivé aux ondes gravitationnelles. Tout le monde, je crois que tous les ingénieurs le savent, tout le monde sait que la loi universelle de la gravitation de Newton, c'est tout simplement F égale moins G M1 M2 sur T carré. Où j'ai défini les masses, la distance entre les masses. Et G, c'est très très important, cette constante gravitationnelle qui est de l'ordre de 10 puissance moins 11, c'est-à-dire c'est une constante très très faible. Et c'est ce qui fait la faiblesse de la force de gravitation. J'ai donné des exemples pour que vous puissiez mesurer et comprendre la petitesse de la force de gravitation. Si je prends la force de gravitation entre un électron et un proton distant de 1 mètre, le calcul est très simple, vous allez trouver que la force elle est de l'ordre de 10 puissance moins 67. Si vous faites la même chose pour un électron et un proton, mais cette fois-ci avec en utilisant la force électromagnétique, vous allez trouver 10 moins 28 newtons. Si vous faites le rapport, vous allez trouver que la force électromagnétique est 10-39 fois la force gravitationnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toute notre technologie, la technologie environnante, qui est une technologie basée sur l'électromagnétisme, est une technologie qui est très 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 forte par rapport aux ondes gravitationnelles. On est dans un rapport de 1 à 10, 39. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 puissance 39, ça veut dire 10 ou 1 avec 10, avec 39 zéros derrière. C'est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de fois. C'est pour vous donner un rapport entre la force gravitationnelle et la force électromagnétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pour avoir une force gravitationnelle très très forte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vers les masses, on augmente les masses. Et c'est ce que je vous ai donné un exemple. La masse de la Terre, la masse du Soleil, la distance entre la Terre et le Soleil, et je vois que la force est 3,5 10 puissance 22 newtons. Là, on voit que la force est énorme, et c'est ce qui maintient justement les planètes autour du Soleil. Donc la force gravitationnelle est très importante quand il s'agit de masse très très importante. Retenez bien cela, parce que c'est un point très très important dans la découverte des ondes gravitationnelles. Alors, je me pose une question. Si on bouge l'une des deux masses, quel sera l'effet sur la deuxième masse? Vous avez deux masses comme ça, qui s'attirent. Si vous faites bouger une masse, eh bien l'effet c'est instantané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de propagation de l'information est infinie. Action instantanée, vitesse de propagation infinie, ce sont deux choses que la physique rejette. Donc le problème de Newton, le problème de la force de Newton était cela, c'est-à-dire l'action instantanée, la vitesse de propagation infinie. Donc on ne peut pas accepter cela. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a avancé dans le temps, à partir du XVIIe siècle, on passe au XVIIIe, au XIXe siècle, et on introduit la notion de champ. La notion de champ est quelque chose de très très intéressant. Vous le connaissez, vous êtes habitué de voir la météorologie, la distribution des températures est un champ scalaire, la distribution des vents est un champ vectoriel. Le champ magnétique terrestre, vous l'avez ici, c'est un champ vectoriel. Et donc, par conséquent, les lignes d'égale pression, c'est aussi une forme de champ scalaire. Donc, par conséquent, on a ces champs-là, et pour revenir à la notion de gravitationnelle, vous avez une masse qui crée un champ autour d'elle, et lorsque vous placez une autre masse, directement, elle va interagir avec la masse via ce champ gravitationnel. Alors, la question, je me la pose encore une fois,
Est-ce que l'action à distance est là? Oui, mais la vitesse est toujours une vitesse infinie. Et ça, on n'en veut pas. Arrive un monsieur qui est extraordinaire, 19e siècle, que beaucoup de gens connaissent, c'est Maxwell, qui a unifié l'électromagnétisme et qui a démontré que la lumière est un champ électromagnétique qui se propage à la vitesse c, vitesse limite c. Donc, nous avons un champ, nous avons une propagation à vitesse limitée, et donc, par conséquent, nous pouvons maintenant parler d'ondes gravitationnelles. Alors, la théorie de la relativité générale d'Einstein, bien sûr, ne peut s'expliquer qu'en passant par la théorie de la relativité restreinte, parce que la théorie de la relativité restreinte, quand même, implique quelque chose de très très important. C'est E égale mc2, tout le monde le sait. Oui, il y a un système de référentiel par rapport auquel les lois physiques ne changent pas. C'est les systèmes référentiels inertiels. Mais si j'ai des systèmes accélérés, qu'est-ce qui va se passer? Et il s'est rendu compte que s'il a des systèmes accélérés, c'est comme s'il y avait un champ gravitationnel. Je vous explique ça en deux mots. Supposez que vous êtes dans un ascenseur et que cet ascenseur descend à une vitesse, c'est-à-dire en chute libre. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes à l'intérieur et vous n'avez pas de fenêtre ni quoi que ce soit, alors l'ascenseur étant en chute libre, vous allez sentir l'effet de la gravitation au bout de vos pieds. C'est comme si vous étiez dans un champ gravitationnel. Vous n'allez pas savoir si votre ascenseur est en chute libre ou s'il est fixe et il y a un champ de gravitation qui vous attire, qui vous tire vers le bas. Donc, cette équivalence entre un système accéléré et un système, un champ gravitationnel, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Il y a bien sûr plusieurs types de principes d'équivalence. Je n'en parle pas, mais je voudrais quand même, pour ne pas prendre trop de votre temps, aller vers l'équation d'Einstein, qui est la généralisation, comme je vous l'avais dit, au référentiel accéléré, et je voudrais que vous attirez votre attention sur quelque chose de très très important. Cette équation, elle est en deux parties. Il y a la partie de gauche qui ne contient que la géométrie. Et il y a la partie de droite qui ne contient que la matière et l'énergie. T c'est le tenseur d'énergie impulsion. Le G, vous le voyez, ça c'est la constante de Newton. Et comme je vous l'avais dit, la constante de Newton est très très faible. C'est ce qui rend les effets gravitationnels très faibles. Et de l'autre côté, il y a la géométrie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Einstein, après avoir démontré que l'énergie est équivalente à la masse, revient avec sa théorie de la relativité générale pour nous dire qu'en fin de compte, matière et énergie, c'est la géométrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change la matière, la géométrie va changer. Si je change la géométrie, la matière va changer. Et c'est ça
C'est-à-dire pour que la gravitation, pour qu'elle soit très très importante, il faut que les masses soient très importantes. Donc les trous noirs, ce sont les masses les plus importantes en termes de densité. Donc deux trous noirs qui rentrent en collision, un trou noir qui a 29 fois, les données numériques, je vous les donne, c'est juste pour que vous puissiez vous fixer des idées, 29 fois la masse solaire, l'autre trou noir c'est 36 fois la masse solaire, il rentre en coalescence, il forme un trou noir de masse 62 masse solaire, et il y a donc, si vous faites le calcul, il y a 3 masses solaires qui nous manquent. Ces 3 masses solaires se sont produites sous forme d'ondes gravitationnelles et se sont propagées de là où il y a eu la coalescence entre les deux trous noirs à 1,2 milliard d'années-lumière de la Terre. Et ils nous sont parvenus, regardez, 1,2 milliard d'années-lumière, et nous avons reçu justement ces ondes gravitationnelles. J'ai ici, pour que vous puissiez situer ceci, alors si vous pouvez cliquer sur le film s'il vous plaît. J'ai pris un film de Futura Science et c'est un film qui vous montre simplement comment s'est passée la coalescence entre les deux. Voilà, vous voyez les deux trous noirs qui d'abord tournent l'un contre l'autre. Donc, ils rentrent en coalescence, il y a un trou noir, et les ondes gravitationnelles, comme je vous l'avais dit, se propagent sur tout l'espace-temps. Voilà, se propagent 3 milliards d'années. C'est l'IGO, c'est l'expérience qui a permis la détection des ondes gravitationnelles. On a produit un rayon lumineux qui part vers un miroir réfléchissant, qui se réfléchit, qui revient sur un miroir semi-réfléchissant et qui va de ce côté-là interférer. Alors, je vous dis, je vous explique en 2 mots, si il n'y a pas de différence entre les 2 bras perpendiculaires, il n'y aura pas d'interférence. Ce qui s'est passé, c'est que, comme la gravitation, les ondes gravitationnelles sont transversales, donc, d'un côté, il y a eu la vibration, de l'autre, pourquoi n'avait-on pas observé les ondes gravitationnelles auparavant? Comme je vous l'avais expliqué, le delta L de l'interférence, c'est de l'ordre, delta L sur L, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 20. C'est-à-dire que ce qu'il fallait observer, c'est des choses qui sont de l'ordre du milliardième, du millionième, quelque chose de ce genre. Donc, et ceci n'a été permis que grâce au dernier développement technologique fait par les Américains. LIGO, c'est une expérience américaine. Virgo, c'est une expérience européenne, surtout italienne et française. Et vous voyez là que la science se réunit pour arriver à une observation qui est extraordinaire. Alors, la question, on savait que les ondes gravitationnelles existaient depuis 1974. Pourquoi? Parce qu'on avait une étoile à neutrons avec un compagnon qui tournait autour et on a observé que le compagnon perdait de l'énergie. Cette perte de l'énergie se faisait sous forme d'ondes gravitationnelles
Et les physiciens américains qui ont découvert cela ont été récompensés en 1993 d'un prix Nobel de physique. Dernier point que je voudrais soulever avec vous, c'est que les ondes acoustiques ont besoin d'un milieu qui est l'air. Les ondes hydriques ont besoin d'un milieu qui est l'eau. Mais les ondes électromagnétiques, comme vous le savez, n'ont pas besoin de milieu. Donc les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide avec une vitesse, comme je vous l'avais dit, comme l'a démontré Maxwell, qui est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et j'ouvre là une parenthèse pour vous dire, moi j'écoute de temps à autre quand je suis dans ma voiture la chaîne de radio marocaine, arabophone, et il ne cesse de dire ala amwaj al-atir. Ala amwaj al-atir, ça veut dire sur les ondes de l'éther, alors que depuis la fin du 19e siècle, on sait qu'il n'y a plus d'éther et que Einstein avait dit que les ondes électromagnétiques se propageaient sans éther et sans milieu. Donc les ondes gravitationnelles se propagent sans milieu, avec une vitesse de propagation qui est la vitesse de la lumière. Je ne m'arrêterai pas sur ce genre de choses. Les perspectives, je sais que je m'aventure en parlant de perspectives, parce que, vous savez, tout ce qui se passe pour les ondes électromagnétiques peut se faire pour les ondes gravitationnelles. Seulement, on change de dimension. On n'est plus à des dimensions de champs électromagnétiques, mais on est à des dimensions qui sont très, très faibles. Et pour pouvoir avoir des applications, j'ai une application qu'on en a discuté il y a très très longtemps. Vous savez, on peut avoir de l'énergie à partir d'un trou noir gratuitement. Et de l'énergie à n'en plus finir. Et le jour où on trouvera un trou noir, on voyagera à côté du trou noir, on placera les systèmes d'utilisation de l'énergie de ces trous noirs, et bien, sachez qu'on n'aura plus besoin ni d'énergie fossile, ni de pétrole, ni de quoi que ce soit. J'ai terminé. Merci beaucoup.